Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Camara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Camara, Moussa Moïsila, Lanoumi Girassi forment les grandes gueules. Bienvenue chez les GG, ce lundi matin, début de semaine évidemment. On s'intéresse à l'actualité dans cette émission. Vous, téléspectateurs, vous avez la possibilité d'intervenir tout simplement en partant sur le site de la radio, le www.espacefmguinée.info, GG au 8037. Ça se passe là, vous nous envoyez des messages avec plaisir. On va essayer de relayer tout cela. Bonjour Tamba. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Moussa Moïsila. Bonjour aux auditeurs. Bonjour à vous Madame Yoruba. Bonjour. Voilà, bonjour à vous Roby. Bon. Bonjour. Voilà, bonjour Abakar. Bonjour à tous. Voilà, on s'intéresse à l'actualité évidemment. Hier, on a pris tard ce décret. Enfin, un décret pour nommer Adja Ramatoulaye, mon cher ami. C'était quand même une grosse question que nous nous posions. Si le président de la République ne nommait pas cette dame, vu qu'elle avait été proposée par l'opposition, qu'est-ce que ça allait donner? Quelles en seraient les répercussions sur le processus électoral qui avait fini par se déclencher suite aux accords du 20 août? Ouais. Ici, dans ce studio, vous vous rappelez encore certainement, je soutenais que le président de la République n'avait pas obligation à faire nommer cette dame sur conseil bien entendu d'un juriste que j'ai conseillé, que vous connaissez très bien. Mais hier, c'est d'ailleurs un autre qui m'a appelé pour me dire que le président de la République avait obligation de nommer cette dame. C'est bien de revenir. On contredisait finalement. Oui, c'est tout à fait honnête de le faire. Hein. Donc je pense que finalement, ce qui est le plus important d'ailleurs, c'est qu'on puisse sauver un processus qui était encore menacé. Parce qu'on a vu cette déclaration, pas en tant que telle, mais ces réactions de l'opposition qui avait estimé que si le processus allait comme ça, parce qu'il faut rappeler que les accords du 20 août concernaient 3 grands points, vous vous rappelez, la CENI, les délégations spéciales, le fichier électoral notamment avec ce comité d'experts. Mais rien de tout cela n'avait été fait. Donc l'opposition menaçait de revenir, de laisser le processus en cours et de revenir à ces manifestations pour exiger que ces points d'accord soient respectés par le pouvoir en place. Je pense que c'est une démarche à saluer et j'espère que ça va obtenir bon écho en attendant bien entendu que les autres points d'accord du 20 août puissent commencer à être mis en exécution. Ouais. Alors, allez-y. Moi je pense que ça ne sauve pas tout le processus. C'est un plus dans l'application des points essentiels de l'accord politique global du 20 août, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Il y a aussi une certaine ambiguïté que je relève. La CENI, c'est l'institution électorale qui a la charge d'organiser les élections en Guinée. Elle est dite indépendante. Elle a une certaine autonomie financière. Mais pour que les commissaires soient au sein de cette CENI, il faudrait que les choix soient entérinés par un décret du chef de l'État. Ouais. Je pense qu'il faut une véritable réforme de la loi électorale sur la question de la loi électorale, mais également sur la composition, la structuration, mais aussi le fonctionnement de la CENI. Et autre chose à ajouter, c'est que le cas de Madame Adja Ramatoulaye, ouais. Je pense que le président ne pouvait pas se permettre de faire autre chose. Parce qu'il n'y avait pas d'argument qui vaille. Les gémissements, les récriminations de la mouvance présidentielle ne tenaient sur aucun fait. Il n'y avait aucune justification valable. Je pense qu'il a pris le bon sens à l'emporter sur ses considérations partisanes. On espère que ça va continuer. Mais, encore une fois, nous nous enfonçons de plus en plus vers la date du 11 octobre. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est que le même bon sens puisse gouverner l'esprit de tous les acteurs politiques afin que les autres points de l'accord soient appliqués et qu'on arrête déjà de siffler à l'oreille du peuple que le boycott n'est pas à exclure. Ouais, allez-y Madame Yoruba. Écoutez, moi ce que je déplore le plus souvent dans ce pays, c'est ces actions par tâtonnement. Essayer d'envoyer la main dans le feu à chaque fois pour essayer de savoir si ça va brûler, pour se laisser tenter par le diable, je pense que ça n'arrange personne. S'il y a eu des accords qui ont été signés, on a fait ça pour sauver la Guinée. Je pense qu'on a intérêt à les respecter. Est-ce que c'est l'arrivée de M. Chambas qui a encore une fois permis de sauver, parce qu'on dit qu'on essaie de sauver le processus. Pourtant, on a signé des accords pour essayer de les respecter. Je pense que sur une question de saute d'humeur parce que ça plaît à telle ou à telle autre personne, c'est pas des questions de personne là, c'est des questions d'intérêt national. Ouais. Je pense que il faut voir la Guinée et non pas les personnes. Allez-y Roby.
voudrais d'abord que lorsqu'on aborde la question de Mme Ramatoulaye, qu'on ne généralise pas en parlant de l'opposition tout entière, puisque, à mon avis, je reviens encore là-dessus, l'opposition ne se résume pas à l'UFDG. En tout cas, je n'ai pas entendu d'autres partis de l'opposition crier gare par rapport à ce qu'on disait par rapport à la nomination de... C'est l'opposition qui s'est réunie samedi. Écoutez-moi très bien. On n'a pas dit une partie de l'opposition. C'est vrai. Absolument. J'ai pas écouté tous les autres. Mais non. Non, attendez. Quand même, ce qui est vrai, Roby, l'opposition, c'est vrai que des candidats sont issus d'un certain nombre de partis pour aller à cette élection présidentielle. Mais jusqu'à preuve du contraire, l'opposition affiche une certaine unité en ce qui concerne le respect et l'application stricte de cet accord de Je continue. C'est clair. Allez-y après. Encore une fois, je continue en disant que j'ai pas entendu la plupart des leaders de l'opposition, puisque la proposition de l'UFR a été entérinée. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que la nomination de Mme Ramatoulaye est certes pas une bonne chose, mais cela n'exclut pas encore une fois les discours radicaux sur le processus électoral, puisqu'on continue à entendre les leaders dire qu'il n'est pas exclu de manifester contre des résultats tripatouillés. Donc, ce n'est pas la venue de Mme Ramatoulaye qui va appesantir les choses, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres points de l'accord qui ne sont pas encore mis en exécution, notamment la principale difficulté, c'est autour du fichier électoral, autour de la désignation des conseils communaux à la proportionnelle. Donc, il y a autant de difficultés, certes, c'est une épine de moins dans le processus, mais les problèmes restent entiers. Et les problèmes restent tellement entiers qu'à côté des discours de campagne, à côté des discours de proposition, à côté des discours de programme des leaders au sein de l'opposition, on continue à entendre, Cellou Dalein Diallo n'a pas manqué de le dire au sortir de Conakry, que nous n'allons pas accepter, il a dit d'ailleurs, préparez-vous, parce que nous n'allons pas accepter des résultats tripatouillés. Donc le problème, il est encore entier. Il y a encore un problème de confiance énorme qui existe. Moi, ce que je dis, encore une fois, même si ces conseils communaux sont mis en place conformément aux accords, même si ce fichier électoral est toiletté conformément à ces accords-là, Mme Ramatoulaye a pris sa place. Je vais vous dire une chose, c'est que ces politiques-là ne sont pas prêts. Je ne vois pas qui est prêt à perdre. C'est ça l'esprit démocratique qui manque dans la tête de ces politiques. Il n'y a personne qui est prêt à perdre au lendemain du 11 octobre. Écoutez, moi je le disais ce matin, on est encore dans ces futiles chamailles depuis 4 ans, 5 ans. Ouais. Je pense que c'était un casus belli qui n'avait pas du tout raison d'être, à mon avis, qui a été sciemment créé par la mouvance présidentielle qui est sortie, qui est allée de ce pied avec cette déclaration qui ne reposait sur absolument rien. Moussa Moïse l'a rappelé. Je pense qu'on n'avait pas besoin de cela. Ce qui vaut pour la haute autorité de la communication, pour l'INIDH et pour d'autres institutions, cela vaut également pour la CENI. Qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'au niveau de ces institutions, ce sont des structures qui proposent des noms de représentants donc qui doivent faire partie de ces institutions. Ouais. À partir de là, le président de la République ne fait qu'entériner. Je pense que, vu que même au niveau de la constitution de la CENI, cela fonctionne comme ça. L'opposition propose ses représentants, la mouvance présidentielle également, l'administration, la société civile. Ce que fait le président, c'est d'entériner ses choix. Je ne pense pas que le président, et depuis tout le temps qu'on a connu, en tout cas l'existence de cette CENI, se soit opposé à la nomination d'une personne proposée par une de ces structures. C'est qui m'amène. Ça ne pas non plus qui n'a pas un certain exercice, un certain poids Absolument. Sur cette commission. Je suis entièrement d'accord. Ouais. Mais ce que je vous amène à comprendre que sur le cas de Adja Ramatoulaye, cette dame, elle a été proposée comme Adja Saran Kandé par l'opposition pour remplacer 2 commissaires décédés au nom d'un accord signé par les partis guinéens. Je ne pense pas que le président avait à regarder à la tête de cette dame. Donc, la mouvance, finalement, il a dit, le bon sens et la sagesse ont prévalu. Mais au-delà de ça, il faut ajouter que c'est aussi les pressions douces de la communauté internationale qui ont payé. Parce que très tôt, dès que cette polémique est née, je suis à mesure de vous dire que cette dame a bénéficié du soutien des ambassadeurs, des partenaires au processus électoral. Donc, il y a aussi Maître Cheikh Sako qui avait rassuré le président de l'UFDG qu'il n'y avait pas donc à se faire un sang d'acte. La domination devait intervenir. Moi, j'avais dit dans ce studio-là qu'il fallait observer une certaine prudence parce que autour de cette dame, il y avait quand même eu quelques grincements des dents venant de la mouvance présidentielle. Donc, quand le décret
nommant Adja Sarankane était tombé, certains ont très vite de crier au loup à la bergerie. J'ai dit qu'il fallait être prudent parce que le président devait se donner le temps de comprendre cette agitation autour de la dame. Finalement, je pense qu'il a été éclairé et il a signé ce décret qui a été rendu public hier. Voilà. Déjà, la campagne a commencé avec évidemment Moussa, quelques couacs, on va le dire comme ça. Vous regardez évidemment le journal la campagne à la télévision guinéenne. On voit vraiment que il y a d'autres qui sont même pas prêts, qui sont pas préparés à l'avance. Quand je prends par exemple l'UFR, tiens, 1, 2, 3, 4, je prends l'UFR. Évidemment Moussa Moïsi là parce qu'il y avait des échos. Je parle un petit peu comme quelqu'un qui a l'œil d'un communicateur, si on peut se permettre de dire comme ça. Ben, il y a des choses encore des hésitations. Des hésitations. Et si on prend un petit peu le cas de l'UFDG aussi qui a crié un petit peu ce week-end. Bien entendu. On le sait très bien. Ouais. Et des discours. Exactement. Moi, ce que j'aimerais d'abord souligner, ce qui saute à première vue, c'est quand même l'affichage des photos des différents candidats sur les panneaux publicitaires. Il l'a rappelé dans la plume ce matin. Hein. Merci. Voilà. Soit de deux choses l'une, soit les leaders de l'opposition, ceux en tout cas les candidats qui sont engagés dans ce scrutin présidentiel, soit ils n'ont pas les moyens financiers nécessaires pour pouvoir se payer un panneau publicitaire ou pour pouvoir être présent sur certains panneaux, soit il y a une gestion de ces publicités sur ces différents panneaux qui laisse à désirer. Parce que il n'y a quand même pas un seul candidat à ce scrutin présidentiel. En tant que citoyen, c'est la première réflexion qui te vient à la tête. Quand vous voyez le même candidat tout au long d'un trajet de... Peut-être même durant... Dans tout vous vous posez la question. Comment c'est géré? Je ne fais que reprendre et dire tout haut ce que les gens disent tout bas. Quand on a mis cette association des afficheurs, je ne sais pas comment ça s'appelle, Chafgui, beaucoup de voix s'étaient déjà élevées pour dire attention, on va mieux contrôler l'affichage des différentes photos sur les panneaux. Et c'est en prélude à la tenue de ce scrutin présidentiel. Est-ce qu'on n'a pas vu de caporaliser encore ce petit service pour donner peut-être beaucoup plus d'avantages à un candidat qu'aux autres? Je pense qu'il faudrait qu'on n'oublie pas une chose. Un scrutin, quelle que soit sa nature, doit être un scrutin libre, transparent, concurrentiel qui permet à tous les candidats d'avoir les mêmes droits. Mais il y a lieu quand même d'expliquer, peut-être qu'on va se rapprocher de Chafgui et de Paul Moussa Diawara, mais il y a lieu qu'on comprenne. Soit il manque d'argent, c'est le leader politique de l'opposition, soit il y a une gestion partisane qui ne dit pas son nom. Autre chose. Mais ça se comprend aussi, c'est qui a la tête, évidemment. Autre chose. J'ai mis la réaction de Moussa Fanaïté. Je vais dire une chose rapidement avant que tu ne parles. C'est le cas de l'UFDG. Non, je donne mon point de vue. Attention. Après, tu me diras pourquoi je dois faire attention. Et concernant l'UFDG, on a tous reçu, parce que dans la communication, quand même, les différents QG, chacun essaye de faire parler son génie créateur. On reçoit des vidéos du RP Jacques-Ancel, on reçoit les discours intégral, des discours beaucoup plus comment je peux dire ça, complet de l'UFR, de l'UFDG. Et le discours concernant l'UFDG, j'ai lu le discours entièrement, je me suis rendu compte que un pan de ce discours a bien été charcuté. Les grandes gueules. Je ne sais pas si c'est nécessairement. C'est possible ça? Oui, je ne sais pas, c'est pas magie. Non, mais je pensais en fait que c'est les partis qui déposent, si vous voulez. Les partis déposent. Mais je me dis que ça ne passe pas comme lettre à la poste. Il y a d'abord une commission qui regarde tout cela avant que la décision ne soit faite, parce qu'il faudrait quand même qu'une explication soit donnée. Pourquoi une phrase de ce discours portant bien entendu sur le chef de l'État, sur sa gestion à la tête du pays, qui ne le qualifiait pas certes bien, mais qui à mon sens n'était pas un discours à mettre le feu au pays. Je peux comprendre qu'on puisse enlever des phrases qui pourraient effriter complètement le tissu social ou embraser le pays au nom de la paix et de la quiétude sociale. Je peux comprendre qu'on puisse enlever ce genre de phrases, mais des phrases qui égratignent un tout petit peu l'image ou qui écorchent le candidat, parce qu'il est candidat maintenant, il ne faut pas l'oublier, du professeur Alpha Condé. Je pense qu'on ne doit pas enlever, on ne doit pas modifier ce discours sans même informer le parti en question. Ça a été une grave erreur. Celui qui l'a fait se reconnaît certainement, mais il n'apporte rien à la démocratie et il n'aide pas le candidat président Alpha Condé. Merci beaucoup Moussa Moïse. Non mais sur la communication, d'ailleurs, moi j'ai relevé un fait. Le premier discours du président de la République à l'ouverture de la campagne, mais la préparation c'était catastrophique. Ils sont allés chercher un homme fatigué, avec usé.
au fond de la forêt qu'on a présenté devant la télé, qui était très rapide dans la lecture, comme pour dire je vais faire vite, je dégage de là. J'en ai parlé. Mais non, mais il faut dire, non mais attendez, il faut quand même dire au service de communication du RPG Arc-en-Ciel, que c'est quand même l'image du pays, le président de la République, ça se diffuse quand même à travers le monde. Mais attendez, laissez-moi. Mais c'est ma question. Il faut que vous me laissez aller à chaque fois au bout de ma logique. D'autres l'ont bien fait. Je salue par exemple la communication plus ou moins structurée de Kouyaté, c'était très bien la présentation et tout. Mais les autres, franchement, c'était catastrophique. Mais en parlant, oui, mais je regarde comme vous. La caméra trempe dans tous les sens. C'est fait par, je sais pas, Studio Photo Mania. Vous parlez de caméra qui tremble, vous n'avez pas regardé les autres. Mais parlant des affichages, je voudrais dire que je voudrais faire 3 analyses. Soit, comme disait Moussa Moïse, l'OGP a mis main sur tous les panneaux publicitaires. Ça, c'est une première. Ça, c'est qui n'est pas vrai. J'ai dit soit. Je t'aide. La phrase est bien. La phrase est bien dite. Je dis soit. Ou alors. Les partis politiques n'ont pas assez de moyens. Ça, c'est ou alors, vous savez que c'est une élection quand même à 2 tours. On a dit non, il faut faire un peu attention aux finances parce que certainement on ne sera pas au 2e tour. Donc, il faut au moins que la caisse, on y garde un peu de fonds. Donc, on n'engage pas assez de fonds dans ce premier tour. Parce que, allez, au-delà des affichages sur les grands panneaux, il n'y a même pas de petites affiches. Enfin, pas beaucoup de partis n'en ont fait, les petites affiches. D'habitude, on assiste à une ville inondée d'affiches, surtout l'UFDG en est spécialiste. Cette année, on n'en a pas vu ainsi. Ou alors, il y a quand même à se poser la question si la présidence de la République n'a pas acheté tous les panneaux publicitaires. Donc, ce sont des analyses qu'on se pose. Mais encore, c'est à la responsabilité des services de com de savoir. De toutes les façons, les agences de com se sont réunies en une seule entité. Je pense qu'ils savaient qu'ils allaient à cette élection présidentielle. Ils avaient qu'à acheter certains panneaux. S'ils n'ont pas de finances, eh ben, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Sur la question des panneaux, moi j'aimerais dire rapidement 2 choses. Pour dire que, premièrement, je pense qu'il n'y a pas lieu d'aller chercher des pouces ou des crânes rasés. En tout cas, en ce qui concerne. Mais qu'est-ce qui s'est passé en ce qui concerne la Chafgui, je voudrais réagir. Parce que vous connaissez un petit peu les dessous. Absolument. Voilà. C'est pourquoi je prends la parole. Justement, pour dire à Moussa, pardon. Absolument. Allez-y. Je pense que pour dire à Moussa que la Chafgui, à mon avis, c'est un réseau qui s'est constitué. Mais à mon avis, il ne revient pas à la Chafgui de décider de l'occupation des espaces publicitaires. Non, je pense, attention Moussa, il ne revient pas. Moussa, il ne revient pas. Calme-toi, petit. Mais il ne faut pas qu'on aille dans des analyses comme ça. La Chafgui est un réseau qui protège les droits de ceux qui sont les professionnels de la publicité. Moi, je ne peux pas concevoir qu'on aille pointer un doigt accusateur, même si c'est un soupçon sur cette organisation. Je pense qu'il ne lui revient pas. C'est son point de vue. Mais je décortique. Il ne revient pas à cette organisation de décider de l'occupation de l'espace publicitaire. Donc ça veut dire que c'était commandé depuis. C'est ce que j'ai relevé en premier point. En deuxième point, j'ai dit, pour comprendre ce qui s'est passé, je pense que la mouvance présidentielle a joué à l'anticipation. Elle était prête pour aller à cette élection présidentielle. Elle s'y est préparée conséquemment. Donc, elle a pris le devant pour occuper l'ensemble des panneaux publicitaires. Vous avez compris, si vous avez remarqué, l'opposition est restée dans cette longue valse hésitation. Est-ce qu'il faut aller ou pas à cette élection présidentielle? Conséquemment, elle n'avait pas le temps, elle n'avait pas pris le temps pour penser à tout cela. Merci je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Il y a même une question de compréhension de la chose. Il y en a qui pensent que la com, c'est peut-être uniquement au niveau de la radio et de la télé, alors qu'on peut le faire aussi avec ces panneaux publicitaires. Effectivement. Sur Internet aussi. Sur Internet aussi. Ben Il n'y a pas que la radio et la télé. Maintenant, peut-être la question, telle qu'on l'a dit, c'est d'aller vers les cellules de communication de ces différents partis politiques, leur demander de savoir est-ce qu'ils ont essayé par exemple de rencontrer l'OGP pour acheter des espaces publicitaires, notamment au niveau de ces panneaux, et qu'on leur ait refusé. Je pense qu'on ne peut pas faire des suppositions comme ça. Ils auraient communiqué là-dessus. Il n'y a pas de communication, donc je ne crois pas qu'il y ait eu des problèmes. Ce que j'aimerais dire, de mon point de vue, de mon œil critique, j'aimerais dire une chose. L'OGP réglemente le secteur de la publicité. Qui doit mettre pas de toutes les façons, quand vous mettez votre publicité, ça arrange l'OGP parce que ça fait encore des entrées d'argent. Mais le réseau en question, je suis en droit d'avoir cet œil critique et cette façon de voir les choses de façon assez globale.
on crée un réseau des afficheurs à quelques mois de la présidentielle. Moussa. Là, non, je vous donne une chose. Je vous donne une chose. On crée cela et ce sont des afficheurs qui sont au sein de ce réseau. C'est pas un raccourci. Tu as donné ton point de vue en encensant ce réseau, en mettant le parfum qu'il faut. Moi, je donne mon point de vue en disant que non, mais c'est ce que je retiens de ton intervention. Je me dis, je rétablis la vérité. Ceux qui sont la vérité, absolument. La vérité ne se vous n'avez pas le monopole. La vérité ne se trouve pas à ton pied, la chose, Abaka Diallo. Merci beaucoup. La vérité se trouve aussi ailleurs. Ce que j'aimerais dire, c'est que ce réseau, contrairement à l'OGP, ce réseau a le pouvoir d'accorder ou pas des affiches sur des panneaux publicitaires. Ce réseau peut le faire. En clair, Moussa. Non, ce sont des commerçants. Ce sont des commerçants. Mais oui, mais attendez, Lamine Girassi. Laissez-moi placer ça, Moussa, s'il vous plaît. Je vais juste te faire comprendre quoi exactement. C'est qu'il n'y a pas à dire, on va essayer de placer, je ne sais quoi, des règles dans ce sens, à dire un quota. C'est ce que je vais te faire comprendre, justement. Ce sont des commerçants. Si leur PG Arc-en-Ciel a anticipé les choses ou a acheté des panneaux, écoutez, ils vont là-dessus. D'accord. Vous êtes aussi une radio commerciale. Mais vous pouvez refuser, vous avez la possibilité de refuser qu'une publicité passe à l'antenne. Même si l'argent est proposé, c'est possible. Et dans le cahier de charge. Voilà, je le dis parce qu'il y a eu quand même un petit incident du côté de Kaloum concernant des affiches de l'UFR. C'est pour vous dire que la question, le contrôle de la publicité dans notre pays doit faire aussi l'objet d'un débat au cours de cette présidentielle. Je n'aimerais pas qu'on dise qu'on va chercher des poux sur une crâne. Tous les crânes sont rasés dans notre pays. Mais il y a à l'intérieur de ces crânes des poux. Merci beaucoup. Allez-y, mon cher Tamba. Moi, je veux rapidement dire deux choses. Premièrement, sur la façon dont la communication est menée par les QG de partis politiques. Que l'on aille réveiller M. Alpha Condé alors qu'il est très fatigué ou que l'UFDG ne fasse pas une très bonne communication, je pense que nous n'avons pas été engagés pour faire un audit de la communication de ces partis politiques. C'est un œil là-dessus. Non, mais voici ce que je pense. Je pense qu'il faut s'exprimer sur ce qui a de l'intérêt pour nous en tant que population. Si les partis politiques font une très mauvaise communication, ça c'est leur travail. Mais voyez aussi par rapport aux affichages. Nous avons reçu ici cette association, la CHAFDI, dont on est en train de parler. Je vais vous dire une chose. Il s'agit d'une association à laquelle on adhère. Elle est faite pour quoi? Pour des professionnels de l'affichage. L'objectif, c'est de protéger les droits de tous les afficheurs professionnels. Mais il est connu que les espaces publicitaires, vous ne pouvez pas afficher sans avoir préalablement obtenu l'aval de l'OGP. C'est lui qui règle. Mais moi, ma proposition par rapport à ces élections, par rapport à ces présidentielles, voici ce que je pense. Vu qu'on veut qu'il y ait une répartition égalitaire des espaces publicitaires, autant dans les médias privés que publics, je pense que l'OGP aurait pu réfléchir à une certaine réglementation pour permettre que chaque parti politique ait autant de possibilités d'affichage. Non mais là c'est payant. Je vais vous dire pourquoi. Là tu oublies que c'est payant alors que les émissions ne sont pas payantes. Absolument. Observez un peu ce qui est en train de se faire. Abakar dit que le pouvoir en place a anticipé. Il a joué à l'anticipation. Je pense que non. Bien avant le lancement de ces campagnes, on ne voyait que M. Alpha Condé sur les affiches. Ce n'est qu'un petit vide qui a été comblé finalement. Si l'on veut être égalitaire, il faut arrêter de faire campagne avant la campagne. Or, c'est ce qui a été fait. Il y a eu de la campagne avant la campagne. Aujourd'hui, l'opposition est plus... Écoutez-moi, le domaine de l'affichage publicitaire, on ne peut pas le comparer à la communication sur la RTG en disant qu'il faut que ce soit égalitaire. On n'impose pas à un parti politique de faire 2000 affiches. Si le parti politique a les moyens de faire 10 000, 15 000, il a fait en fonction de ses moyens. Et s'il a la possibilité de les afficher jusqu'en Côte d'Ivoire, il le fait. C'est normal. Mais je veux dire qu'il ne faut pas accuser ici les agences de publicité. Moi, j'ai un ami qui est venu avec une ONG récemment. Il a voulu acheter 2-3 panneaux pour afficher pour son ONG. On lui a dit qu'en ce moment, il n'y a pas de panneaux disponibles parce que les politiques ont tout pris. Et les prix qu'ils vous donnent, vous ne pouvez pas le supporter en tant qu'ONG parce que les partis politiques sont prêts à mettre 100 millions pour un panneau publicitaire alors qu'une ONG qui est en train de venir ne peut pas mettre les mêmes fonds. Donc vous patientez que la présidentielle passe et on aura déjà affiché tout ce qu'il y a comme publicité politique et vous pourrez prendre l'espace. Je pense que c'est aussi clair que ça. Les agences vendent. Si vous pouvez payer, vous payez. Si vous ne pouvez pas payer, vous n'êtes pas affiché. C'est aussi simple que ça. Voilà. Bienvenue chez les GG. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. À la réalisation, Sayomoudou Kondé qui nous accompagne techniquement parlant du côté de la télé. Merci de nous rejoindre. Vous nous écoutez du côté de Kindia sur Kania Zik FM
Cancan aussi écoute Espace à travers la fréquence évidemment 99.9. Beaucoup de messages sur notre plateforme. Avant de continuer, vous le voyez à l'écran, notre invité ce matin, Monsieur Khalifa Gassama Diaby, voilà, qui s'installe dans ce studio. Nous avons Dr Oussou qui nous écrit ce matin, mesdames et messieurs, voilà. On fait de la télévision là, messieurs. Bien, merci beaucoup. Allez, qui nous envoie ce message en réquisitionnant des panneaux publicitaires. Alpha Condé n'a pas tiré donc les leçons de son échec lors des élections législatives en 2013. Le RPG Arc-en-Ciel a mis tout Conakry en jaune. Il n'y avait pas un bâtiment administratif qui n'était pas en jaune, mais il avait perdu toutes les communes de Conakry pendant les élections législatives. C'est honorable Dr Oussou Fofana donc qui nous envoie ce message en direct. Voilà. Allez, on reste aussi là-dessus avec ce autre message qu'on nous envoie en direct. C'est un professionnel, évidemment, qui dit « Bonjour les grandes gueules, les régies publicitaires et les agences de communication du pays ne sont pas toutes membres donc, de Chafgui, alors que ces partis revoient plutôt donc, leur stratégie de communication parce qu'un député, un écrivain ou encore un ministre n'est pas forcément un communicant. C'est aussi simple que ça. Allez, pic en direct ce matin chez les GG. On va continuer avec notre invité qui va s'installer dans un instant, Boubacar Diallo. Mais bien d'abord, vous nous parlez de la présidence avec Senkou Kaba qui nous en a appelé dans un instant. Hein, oui, Senkou qui va prendre la parole au compte de cette grande mouvance présidentielle, cette majorité présidentielle, pour forcément nous parler du bilan de l'exercice qui s'achève, le quinquennat du sortant Alpha Condé, et forcément il va s'appuyer sur l'ensemble des réalisations qui ont été faites sous cette gouvernance, mais j'ai relevé aussi le fait que pendant cette campagne électorale, oui, il y a un certain nombre de messages qui sont diffusés, contenus dans les discours qui sont lus ou entendus sur les différents médias, qui ne sont pas forcément de nature à apaiser le climat politique. Donc, en tant que directeur du protocole d'État de la présidence de la République, c'est un monsieur qui pratique au quotidien le chef de l'État. Forcément, il a son mot à dire sur l'exercice donc qui s'achève. Voilà, avant de recevoir donc le bureau de presse, comment on dit, Senkou Kaba, c'est ça, le directeur du protocole du président. Voilà, il ne faut pas confondre là, parce que là, ça tremble là de ce côté. Monsieur le ministre avec nous dans ce studio, bienvenue chez vous. Bonjour, monsieur Gassama Khalifa Diaby. Bonjour. Bienvenue chez les GG. Merci. Comment allez-vous ce matin? Ça va. La Guinée, à l'heure du bilan, monsieur le ministre, forcément, on fera une halte sur la question des droits de l'homme et des libertés publiques. La gouvernance sortante a exprimé une volonté en mettant en place, en créant pour la première fois un département dédié aux questions que j'évoquais tantôt, les droits de l'homme et les libertés publiques. Alors, forcément, avant d'en venir au bilan, c'est important qu'on s'intéresse à l'actualité de votre département. Ouais. Vous étiez récemment parti prendre part au comité sur les migrants. Est-ce qu'on peut savoir à votre retour quel bilan, quel enseignement on peut tirer de votre participation pour la première fois à ce comité de migrants? Voilà, c'est une première pour la Guinée quand même. Hein. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Ouais. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par dire que pendant 3 ans, je me suis efforcé, après cette décision extrêmement capitale du chef de l'État, à créer un département pour la première fois dans l'histoire de notre pays qui a exclusivement en charge les questions générales de droits humains. Ouais. Je me suis efforcé à assumer cette mission avec engagement, avec conviction, avec rigueur et honnêteté, puisque j'ai estimé que l'intérêt de la création de ce département est de participer à placer au cœur de nos problématiques ce sujet des droits de l'homme qui ne date pas de maintenant, qui a jalonné toute l'histoire de notre pays et qu'il fallait amener l'ensemble de nos concitoyens à s'intéresser à cette problématique. Ouais. C'est une tâche difficile, mais c'est une tâche qui doit être menée dans l'intérêt de notre pays. Pendant 3 ans, nous avons opté pour une stratégie parce que nous n'avons jamais menti à nos concitoyens sur ces questions. Nous avons opté pour la stratégie qui consistait d'abord à établir un constat.
et puis à procéder aux critiques nécessaires. Ensuite, à poser des actes. Et enfin, comme vous l'avez dit, à présenter à nos concitoyens un bilan rigoureux pour pouvoir se projeter dans la perspective de ce qui reste encore à faire, puisque nous le savons, ni en Guinée ni ailleurs, ce genre de problématiques ne peuvent se résoudre en un seul mandat ou en quelques années. C'est une problématique qui appelle à la mutation de nos schémas mentaux et de nos schémas culturels. Je rentre de Genève, vous l'avez dit, en septembre 2000, la Guinée a ratifié la Convention sur le droit des migrants et de leurs familles. Nous devrions poser auprès du comité des organes des traités à Genève un rapport initial en 2001 qui n'a pas été fait. Le premier a été fait cette année, en 2015. C'était la même chose pour le comité contre la torture et la même chose pour le comité contre les discriminations à l'égard des femmes. Pendant très très longtemps, notre pays a joué de la politique de la chaise vide au sein des institutions internationales. L'enjeu était tel que nous n'avions pas le courage d'aller rendre des comptes à la communauté internationale, ce qui était un engagement de tous les États souverains, d'autant plus qu'on a souscrit à ces traités. Et je crois que depuis 3 ans, nous avons rompu cela. Nous avons assisté à tous les conseils des droits de l'homme à Genève, c'est-à-dire une dizaine en 3 ans. Nous avons participé à toutes les conférences organisées par les organes de traité pour aller dire à nos partenaires internationaux, voilà nos problèmes, sans rien cacher de la difficulté et de la profondeur de nos problèmes, en disant voilà où nous en sommes, voilà quelle est notre volonté, voilà ce dont nous avons besoin comme aide. Donc les perspectives, quelque part, M. Gaston Madiaby. Alors, vous écoutez avec attention tout de suite quand vous faites le bilan en 5 ans. Oui, le président a donné un signal fort en ce qui concerne les droits de l'homme. Finalement, à la fin du compte, parce qu'on a reçu un leader politique la dernière fois ici qui vous apprécie en même temps, qui dit le monsieur, il se bat, mais quelque part, c'est comme si justement il n'est pas seul. Alors, finalement, à la fin du compte, vous vous sentez comment aujourd'hui du côté du ministère des droits de l'homme et des libertés publiques? Est-ce que vous n'êtes pas considéré quelque part comme un alibi? Finalement, à la fin du compte, on dit oui, mais quand on crie à l'extérieur, on dit ah, mais en Guinée, il y a le droit de l'homme. Franchement, monsieur le ministre, comment est-ce que les 3 ans, parce que ça fait 3 ans que vous êtes là, ça fait évidemment 5 ans que le président Condé est là, cette analyse, beaucoup de personnes le disent, on le sait très bien, du côté des ministères des droits de l'homme, vous n'êtes pas considéré comme un alibi quelque part à dire ouais, à chaque fois, non, carton rouge finalement au ministère, enfin en Guinée il y a le ministère des droits de l'homme. Parce que des embûches, il y en a eu durant ces 3 ans. Beaucoup. Vous avez dû résister à des pressions à l'interne. Non seulement quand vous êtes souvent rejeté, et en même temps, finalement, à la fin du compte, c'est comme si, quelque part, le monsieur est là, c'est un beau monsieur, oui, on va se servir quelque part du département. Une espèce de garantie. Justement. Une espèce de garantie à l'étranger. Comment avoir surmonté tout cela, comment avoir réussi à surmonter tout cela, quand on sait que la culture des droits de l'homme n'est pas assez ancrée dans le comportement du Guinéen? Comment vous avez fait? Écoutez, il y a trois choses qui m'ont aidé à tenir face à une situation qui effectivement est extrêmement difficile. Mais pour un peu de douaner ceux qui créaient ces embûches, elle était difficile parce que c'était une nouveauté culturelle et politique. Tout ce qui est nouveau, évidemment, désamorce les gens. Ça effraie. On ne l'a jamais fait avant. Et il faut noter cela. Alors, 3 choses m'ont aidé. La première, bien entendu, on fait une chose quand on y croit. Je crois à ces questions de dignité humaine, de justice, de droits de l'homme, de préservation de l'honneur des êtres humains. J'y crois, c'est quelque chose qui a constitué mon histoire. Donc c'est quelque chose à laquelle je crois profondément. C'est la première chose. La deuxième chose, j'ai tenu parce qu'il faut aussi le dire et rendre à César ce qui appartient à César. Quand ce poste a été créé par le chef de l'État, je dois le dire, c'est le seul qui n'a jamais cessé de me soutenir dans ce travail. Alors, j'ai eu, et tout le monde le sait, dans l'histoire politique récente de ce pays, à prendre des positions parfois difficiles. Et ça a été difficile aussi pour moi-même, parce que il y a quelque chose de nouveau dans la création de ce département. Ce qui est nouveau et qui est rare dans les structures gouvernementales, c'est pour la première fois dans l'histoire de ce pays qu'on fasse rentrer la contradiction dans une structure gouvernementale et que cette contradiction demeure. Et c'est difficile. Je sais que celui qui a créé ce département n'a cessé d'avoir de la pression
pour justement enlever cette contradiction interne qui désamorçait les gens. Sur ce point, il a tenu. Il a tenu parce que on pense que c'est extrêmement important au Premier ministre des Droits de l'Homme de se situer en quelque sorte en dessus de Vous certaines êtes l'électron situations. libre. C'est lui qui l'a défini. Bah oui, il l'a dit ainsi, devant tout le monde. Et Voilà. troisième chose, c'est important. Ouais. Troisième chose, c'est important, c'est mes concitoyens, les Guinéens. Lorsque vous travaillez et que vous croisez des citoyens qui ne vous connaissent pas et qui vous disent ce que vous le faites pour nous, nous vous en remercions. Nous en avons besoin et ça vous encourage dans votre travail et ça vous permet d'affronter des difficultés qui ne sont pas faciles et qui sont dues et à la nouveauté et au fait que, évidemment, c'est une question dans ce pays qui, depuis l'indépendance, a été mise sous tapis et que avoir le courage de porter sur la place publique cette question est en elle-même un acquis et il suffit de suivre l'évolution de langage dans ce pays. Il suffit de suivre l'évolution des choses. Il est hors de question de dire qu'il n'y a pas de problème. Bien sûr. Mais c'est qu'il raison faut, pour laquelle, monsieur le faut ministre, il dire. faut qu'on touche le fond, c'est très important. Alors, vous l'avez dit que le justement, président est votre seul soutien. Que dites-vous du Premier ministre? Comment on fait dans cette situation-là? On peut avoir un mental d'acier, mais il y a un moment, on craque. Est-ce que ça vous est arrivé à se dire, c'est fini, stop, je m'arrête là, je démissionne? Ça vous est arrivé une fois, monsieur le ministre, de penser à cela, franchement? Et qu'est-ce qu'il a fait, le président, finalement, à dire, non, c'est pas maintenant, allons, il faut continuer le combat? Ben, écoutez, je suis un être humain, vous-même vous le savez, vous êtes très informé de la vie politique de ce pays. Il y a eu des moments difficiles et peut-être probablement pour d'autres personnes que moi aussi. Mais évidemment, c'est vous ça qui m'est nous arrivé. intéresse. D'accord, Ouais. ça m'est arrivé. Ouais. Il m'est arrivé parfois de m'interroger sur l'intérêt de mener un combat où effectivement, à part la personne qui vous a mis là, vous n'avez pas d'autre soutien. Mais peut-être que ce sacrifice, il fallait aussi que je le fasse pour ce pays et d'autres font dans la vie quotidienne dans ce pays des citoyens ordinaires, d'autres sacrifices. Je l'ai fait et à chaque fois, j'ai eu peut-être le mot qu'il fallait, l'encouragement qu'il fallait pour essayer de continuer, mais aussi en pensant à mes concitoyens qui sont nombreux et dans la rue, par téléphone ou chez moi, qui viennent m'encourager, des gens de tous bords en disant ce que vous faites n'est pas facile, mais continuez à le faire puisque ce pays a besoin de ce travail et c'est le même langage que me tenait le chef de l'État et ça me permettait de continuer un travail qui évidemment était extrêmement difficile dans ce pays. Difficile, à un moment donné, peut-être que vous avez failli claquer la porte. Mais la question que je voulais poser, monsieur le ministre, 3 années de dur labeur, ça n'a pas été facile, vous avez dit, c'est un problème de conscience, mais il y a quand même quelques actes concrets que l'on peut énumérer sur le terrain. Notamment, on se souvient quand vous avez fait la visite dans quelques prisons, c'est sur le point de changer la donne parce qu'on va avoir une nouvelle prison dans les périphéries de Conakry. Alors, parlez-nous un peu de quelques actes comme ça que vous avez pu poser depuis 3 années. Et à l'échelle internationale, on sait que vous avez participé à ces différents sommets. Qu'est-ce qui va changer sur l'image de la Guinée? Alors, effectivement, je pense que c'est aussi l'intérêt de présenter à nos concitoyens le bilan de ces 3 ans en matière de droits de l'homme et des libertés publiques de notre pays. Et pour cela, je crois qu'il est toujours important de partir du réel. Quelquefois, quand on parle de l'histoire de ce pays, on a l'impression que avant 4 ans, la Guinée était un paradis. Parfois, on se trompe. On se demande de quel pays parle-t-on. On avait l'impression qu'avant, il n'y avait pas de problème et que tous les problèmes surgissent maintenant. Je crois que c'est un peu comme en matière d'insécurité. Lorsqu'il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas d'insécurité. Lorsqu'il y a des statistiques, on a l'impression que l'insécurité grimpe. Nous avons décidé de mettre sur la place publique la question des droits de l'homme. Et bien entendu, la dynamique des droits de l'homme est toujours quelque chose qui en appelle d'autres. Lorsque vous ouvrez une question, ça vous amène à une autre question. Il y a par exemple, sur les questions des réformes normatives, législatives, sur les questions des prisons, sur la question de la médiation, sur la question de la représentation internationale de la Guinée dans les instances internationales. Toutes ces questions, je les énumérerai tout à l'heure. Il y a eu des actes concrets
qui ont été posées. Lorsque vous prenez la question des prisons, nous avons visité la quasi-totalité des prisons dans ce pays, en rappelant à l'administration pénitentiaire, en rappelant à l'institution judiciaire le devoir moral et juridique que nous avons à donner aux prisonniers quelque chose qui leur permette de jouir de leur dignité. Et en rappelant que ce n'est pas parce qu'on est coupable, ce n'est pas parce qu'on a commis un délit ou un crime qu'on perd sa qualité d'être humain. Et que ce devoir, nous l'avons en Guinée, non seulement à travers notre constitution, mais aussi à travers nos engagements internationaux. Nous avons dénoncé à l'époque les conditions des prisons. Vous avez vu l'amélioration qui est en train de... Évidemment, qu'on ne me fasse pas dire c'est parfait. Non, le travail reste encore à faire, mais ce qui a été fait, il faut le dire. Aujourd'hui, allez à la prison centrale de Conakry, il y a encore des problèmes, mais il y a une dynamique d'évolution, il y a quelque chose qui a changé. L'administration territoriale sait qu'elle ne peut pas faire certaines choses, un certain nombre de conditions sont en train d'être améliorées. Pour la première fois dans l'histoire de ce pays, depuis l'indépendance, on est en train de construire une nouvelle prison. Et cela est la conséquence des choses qui se passaient dans nos prisons et qui étaient fermées au regard extérieur et médiatique et citoyen. J'ai amené les caméras dans les prisons pour essayer de montrer à nos concitoyens, voilà les prisons que nous avons et qui n'honorent pas notre pays. Il y a eu une dynamique qui a été enclenchée aussitôt au niveau du ministère de la Justice pour transformer l'administration pénitentiaire. Ces actes sont en train d'être posés. Bien évidemment, il faut du temps pour changer une société qui est sclérosée dans un certain nombre de schémas. Et c'est là une responsabilité collective qui ne revient pas simplement à l'État. Nous savons quel est le traitement que nos propres concitoyens font des voleurs dans la rue. Justement. Et ça, donc il faut une dynamique culturelle et sociale générale, pas simplement au sommet, mais aussi en bas de la société, pour faire comprendre aux uns et aux autres que tout être humain, quelle que soit sa situation, quel que soit le délit ou le crime qu'il ait commis, a une dignité qui est absolument inaliénable à sa personne humaine et que celle-là doit être préservée. Cette dynamique au niveau des prisons, évidemment, elle est en cours et nous pensons que cela va continuer et cela doit continuer. C'est quelque chose qui doit être dit à nos concitoyens pour comprendre quand même qu'on n'est pas assis les bras croisés. Il y a un travail qui se fait, mais évidemment, le défi depuis 60 ans presque est immense et que pour cela, il faudrait bien entendu aussi compter sur une temporalité qui n'est pas simplement une temporalité politicienne ou médiatique. Voilà, donc pas moins de 5 ans. On comprend un petit peu, monsieur le ministre. Voilà. Allez, Roby, ton analyse là-dessus avant de continuer, parce qu'il y a la pause là, justement. Il l'a dit, hein, monsieur le Magassama Diaby. Plutôt deux questions rapides, mais peut-être après la pause. Après la pause, ouais, voilà. C'est cela. Allez, on va revenir dans un instant, mesdames et messieurs. Continuez à réagir, évidemment, LPM au 8037, GG au 8037, je voulais dire. Et sinon, vous partez sur le site de la radio. Eh bien, toute l'équipe des GG, on se retrouve dans moins de 6 minutes sur Radio Espace. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guidé, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité.